Je chéris mon ennui. Je le réclame. Je l'espère. Voyage dans les mémoires d'un fou, c'est le nom du seul en scène qu'interprète Lionel Cecilio. Je m'appelle Lionel Cecilio, je suis comédien, mais depuis quelque temps je tends à rediriger un petit peu cette définition parce que je crois que je suis plutôt un artiste maintenant. J'écris, je mets en scène, je joue et surtout je me rends compte que j'ai de plus en plus envie de partager une certaine vision du monde qui est la mienne et de l'enrichir de la vision des autres et du coup ça me positionne ailleurs que juste comédien. Jouer le rôle d'Aladin pour quelqu'un de ma génération, c'était incroyable parce que j'ai grandi avec ce dessin animé et j'ai grandi avec ce personnage et c'était fou quoi, c'était dingue. Et au-delà d'être fou, c'est une aventure qui dure depuis 2011, on a joué dans des théâtres magnifiques, on est actuellement au Palais Royal. Alors là, depuis quelques mois, je passe le relais parce que j'ai envie d'ailleurs et j'ai beaucoup de travail et je peux pas tout assumer, donc je partage mes dates avec Geoffrey Palis à qui je passe le bonjour, qui va enfiler le tarbouche et qui va devenir un nouvel Aladin. Donc pour l'instant j'y suis encore, on partage des dates, mais je pense que à terme je vais lâcher mon rôle et il sera seul dessus, mais c'est un spectacle que je continue à jouer en 2018 et que je vais jouer encore en 2019 alors que je l'ai créé en 2011. Et puis c'est un personnage et un spectacle qui m'ont emmené jusqu'au Molière puisque Aladin a été nommé au Molière en 2016 et comme j'en avais le rôle titre, Igor de Chaillet le producteur et Jean-Philippe Daquer, auteur et metteur en scène, m'ont accordé la chouette chance de pouvoir assister à cette cérémonie. Être dans la salle des Molières pendant la cérémonie, c'est déjà fou, ça se passait aux Folies Bergères cette année-là, mais y être en tant que nommé, en ayant le rôle titre du spectacle qui est nommé, c'était dingue. Alors bien sûr j'avais une pensée pour tous mes camarades qui n'avaient pas pu venir, bien sûr j'ai vécu ce moment avec Philippe Arbeil qui est l'un des comédiens du spectacle et qui est aussi l'assistant à la mise en scène et on s'en souviendra toute notre vie, mais à titre personnel, un peu égoïstement, j'ai vécu ce moment pour moi tout seul et ça m'aura marqué à vie. Et puis à l'image, ouais, il y a un rôle peut-être qui m'a plu, mais pas tant pour le rôle et pour ce qu'il m'a emmené à jouer que pour les rencontres qu'il m'a permis de faire et pour l'expérience cinématographique. J'ai eu la chance de jouer un des personnages principaux d'un film de Bruno Chiche. Dans Le Bonheur des Dupré, il m'avait donné un rôle où je jouais aux côtés de Delphine Théodore, de Ben, de Marianne Chazelle et de Bernard Lecoq et c'était vraiment une expérience vraiment chouette quoi. J'ai adoré tourner avec Marianne Chazelle et Bernard Lecoq qui sont des gens formidables. J'ai pris beaucoup de plaisir à tourner avec Ben et Delphine Théodore et surtout Bruno Chiche qui est vraiment quelqu'un de top. Voilà, souvent dans ce métier on se vautre dans les superlatifs et moi j'essaie de pas trop le faire, mais quand je le fais je le pense sincèrement et voilà, Jean-Philippe Daguerre au théâtre ou Bruno Chiche au cinéma, c'est des gens qui ont compté pour moi vraiment. D'ailleurs c'est drôle, mais Jean-Philippe Daguerre, moi je rêvais de travailler avec lui avant qu'il m'auditionne pour Aladin et je le dis tout le temps, j'assume, voilà, ça fait midinette, mais vraiment je ziotais dans les bars là où il était. On avait une passion commune pour le sport en général et pour le foot en particulier et je m'arrangeais pour avoir l'équipe sous le bras pour créer un sujet de conversation. Donc voilà, c'est des petites anecdotes rigolotes et aujourd'hui je suis son Aladin depuis 7 ans, donc c'est fou et il a contribué à être un déclic sur Voyage dans les mémoires d'un fou. Donc comme quoi il n'y a pas de hasard dans la vie, donc c'est dingue. Je dois beaucoup au personnage principal de Voyage dans les mémoires d'un fou. J'ai vraiment le sentiment voilà, d'avoir franchi un cap et en tant qu'auteur et en tant que comédien grâce à ce spectacle et voilà, donc je l'aime d'amour. Et puis d'ailleurs je parle de lui mais je parle de tous mes personnages, que ce soit la brésilienne, le prêtre, le docteur, la prof, je les aime d'amour vraiment tous. Je rêvais à mon ennui. L'ennui est le meilleur allié du poète. Il est la douceur de l'exil, il est la sanité des fous, il est la nourrice de la solitude. Je rêvais, tandis que mes camarades ricanaient de moi et que l'éducatrice m'humiliait. Jeune homme! Bon, oui, vous cessez de bailler aux corneilles et vous vous mettez au travail, jeune homme. Ah oui, non mais véritablement, hein, il va falloir s'y mettre au travail.
Voyage dans les mémoires d'un fou, c'est un seul en scène que j'ai écrit, que j'interprète et que je mets en scène, dans lequel on retrouve un jeune homme de 20 ans qui va décider un soir qu'il pense être sa dernière nuit de vie d'écrire ses mémoires. Et alors qu'il est en train d'écrire ses mémoires, il va revivre et donc faire revivre sur le plateau un certain nombre de personnages qu'il a croisés ou parfois fantasmés, puisque sa maladie l'oblige à prendre des médicaments qui lui font tourner un petit peu la tête. Et donc tout se mêle entre les personnages réels qu'il a croisés et ceux qu'il a fantasmés. Ces personnages sont au nombre de 11, ils sont tous très hauts en couleur, très caricaturaux, on est parfois à la limite du code du one man show, donc c'est toujours avec le rire, mais ils sont tous prétextes à pointer du doigt l'une des absurdités du monde dans lequel on vit. On va y parler de la condition des femmes, du commerce des hommes, de la religion, du conditionnement des enfants dès le plus jeune âge, avec l'école qui est la première porte par laquelle on rentre dans la société. Et toutes ces absurdités l'emmènent à deux constats à la fin de ce voyage intérieur. Le premier, c'est que oui, le monde marche sur la tête, mais le second, c'est que dire que le monde marche sur la tête, c'est déjà être spectateur, c'est déjà avoir perdu, et lui il se dit non. Moi, je veux être moteur de quelque chose, je veux vivre. Malheureusement, il est peut-être déjà trop tard pour lui. On ne sait pas, faut voir le spectacle. J'avais envie de parler du monde dans l'absolu, de la société plus exactement dans l'absolu. Et ça répertoriait un nombre de sujets incalculables et c'était un petit peu compliqué de tout mettre sur la table. Alors je cherchais non seulement une légitimité à parler de tout ça, et je cherchais aussi une ossature au spectacle pour pouvoir mettre tout ça sur la table et que ça ait du sens. Et puis un jour j'ai lu un roman de jeunesse de Flaubert qu'il a écrit quand il avait 17 ans, qui s'intitule Mémoires d'un fou. Et dans Mémoires d'un fou, Gustave Flaubert nous parle justement du monde qu'est le sien, sous prétexte de nous parler de ses propres mémoires. Donc il va nous raconter des anecdotes de jeunesse qui sont les siennes et qui ont l'air sans intérêt, et entre les lignes de ces anecdotes il nous donne de l'universalité et il nous parle finalement plus globalement du monde qu'est le sien, et il va finir au bout de la dernière page par nous faire comprendre que les mémoires qu'on vient de lire c'est pas les siennes mais c'est un instantané du monde dans lequel il vit, et que le fou c'est pas lui mais c'est le monde dans lequel il vit. Et j'ai trouvé cet axe d'écriture, ce point de vue vraiment hyper intéressant, et je lui ai un peu piqué ça. Alors j'ai pas transposé, c'est pas du tout une transposition d'époque, d'ailleurs je m'attache dans le spectacle à ne pas parler d'époque mais d'humain, parce que je me rends compte que les problématiques qui font que le monde marche sur la tête c'est les mêmes, et donc finalement je pense que le souci c'est l'humain et la conscience qu'il a de lui-même et de ce qu'il est capable de faire, et c'est à ça que je m'attache dans le spectacle. C'est de ça dont j'avais envie de parler, de ce qu'on est de nous et de ce qu'on a de nous à l'intérieur de notre bide et de ce qu'on en fait. Je pense que l'humain est un animal fantastique, avec une conscience incroyable et une capacité à faire des choses inouïes qui nous dépassent complètement, et parfois on a un petit peu une forme de chape de plomb. Il y a une chape de plomb qui nous écrase comme ça, qui est peut-être la vie de groupe, qui est peut-être la société, qui est peut-être la peur, qui est peut-être... voilà. Et moi j'avais envie de parler de ça, j'avais envie de parler de l'humain et de sa capacité à s'émanciper au-delà de ce qu'il croit être capable de faire, jusque là où il a la capacité d'aller, c'est-à-dire là où on ne sait pas. Donc j'avais envie d'écrire tout ça, et grâce à Flaubert, je me suis dit mais elle est là ma légitimité à parler de tout ça. Je vais inventer un personnage. Pour lui donner une légitimité à écrire tous ces sujets, je vais lui coller une maladie pour qu'il puisse écrire ses mémoires. Cette maladie, d'un point de vue purement narratif d'auteur, voilà, c'est une clé d'auteur. Je lui ai collé une maladie qui immobilise son corps. C'était une manière de faire une belle métaphore et une allégorie du monde qui tourne de plus en plus vite et nous qui restons de plus en plus figés. Et donc je l'ai figé au sol avec cette maladie, et je l'ai obligé à être spectateur. Et en l'obligeant à être spectateur, eh bien, je lui ai donné le moteur de devenir un relais. Je suis pas petit, je suis loin. Je suis très vite éloigné de Flaubert, même si j'ai gardé quelques très courtes citations dans le spectacle qui sont mêlées au texte. Parfois je démarre une phrase, je mets du Flaubert et je finis la phrase. Je me suis d'ailleurs attaché à écrire à la manière d'eux, parce que je voulais en 2018 créer quelque chose de surprenant pour que ça soit et intemporel et universel. Et puis très vite, une fois que j'avais dit ça, je me suis départi de Flaubert, et là je me suis inspiré de toutes mes envies premières, de ce dont j'avais envie de parler au tout début dans ce spectacle, c'est-à-dire tout ce qui m'entoure. C'est-à-dire que lorsque je croise des gens qu'on va qualifier de différents,
parce qu'ils ont une taille, parce qu'ils ont un poids, parce qu'ils ont une couleur de peau qui n'est pas dans les critères de ce que le plus grand nombre attend, eh bien moi je vais m'intéresser à ce qu'est la différence et la norme. Et il y a notamment dans le spectacle un moment donné du spectacle où je m'interroge sur cette norme et cette différence, et j'ai un des personnages qui est Jeanne d'Arc en l'occurrence, donc qui est un des personnages fantasmés. Elle s'interroge sur bien ce qu'est la différence, et elle dit que finalement aujourd'hui on est une majorité à avoir 5 sens, et donc on ne comprend pas que quelqu'un entende des voix que nous on n'entend pas, mais elle dit mais en même temps tout ça existe. C'est-à-dire que si on admet qu'il y ait des gens qui soient sourds, muets ou aveugles, alors on admet qu'on cohabite avec des gens qui ont 4 sens et nous on en a 5. Alors pourquoi ne pas admettre qu'on cohabite avec des gens qui en ont 6, 7, 8, 9 et que tout ça nous échappe et juste qu'on ne s'autorise pas à le voir. Et donc elle dit une chose assez évidente, elle dit vous n'entendez pas le vent, la bactérie, l'oxygène, et pourtant tout cela existe. Ce que vous n'entendez pas au même titre que ce que vous ne voyez pas existe malgré vous, que vous le vouliez ou non. Et donc elle dit si nous avions été plus nombreux, vous auriez été différents, mis à l'écart, fous, handicapés. Et donc la différence en fait c'est simplement quelque chose de très abstrait qui se positionne au regard de la normalité, et la normalité c'est juste la vérité du nombre. Donc si le nombre bascule de l'autre côté, si les gens qui édictent la norme basculent de l'autre côté, la norme bascule et la différence bascule aussi. Et donc finalement ce sont deux notions qui n'existent pas, puisque la vérité du nombre elle n'a qu'un temps. Voilà, donc voilà, je me suis inspiré de toutes ces choses qui m'entourent et au quotidien, et il y en a 1000. Et moi j'adore regarder le monde, être spectateur de ce qui m'entoure. Alors parfois ça m'emmène sur des sujets très drôles, parce qu'il y a des scènes de vie qui sont hilarantes, parfois sur des trucs un peu plus profonds où je m'interroge, où je me dis mais attends, on est en train de marcher sur la tête. Et tout ça, ça a donné ce grand tourbillon qu'est Voyage dans les mémoires d'un fou. Cet ennui me plonge dans une nostalgie un peu triste, alors ici se dessine le point de départ d'un voyage aux accents d'un onirisme qui seul sait éveiller le cœur, élever l'âme et soutenir le corps. Alors le Festival d'Avignon, le tout premier que j'ai fait avec Voyage dans les mémoires d'un fou, c'était le tout premier que je faisais tout court. Et cette fois-là, j'avais 2 spectacles en même temps. En fait, j'ai eu l'opportunité d'aller à Avignon avec l'île des esclaves de Marivaux, dans lequel je jouais Harlequin. Et parce que j'étais à Avignon, j'ai eu l'opportunité de créer Voyage dans les mémoires d'un fou. Donc je lis complètement mon histoire au Festival d'Avignon, mon histoire avec le Festival d'Avignon, je la lis totalement avec mon histoire avec Voyage dans les mémoires d'un fou. D'autant plus que la toute première fois de ma vie que j'ai été à Avignon en tant que spectateur, donc que j'ai découvert le Festival d'Avignon, c'était en 2014, l'année juste avant, grâce à Slimane Kassioui, qui a été à ce moment-là moteur ou déclencheur pour que j'écrive ce spectacle. C'est sur place que j'ai l'idée de ce spectacle, ça va germer dans mon cerveau. En 2015, on me propose d'aller jouer l'île des esclaves, et dans la foulée, j'écris en un mois Voyage dans les mémoires d'un fou, qui avait déjà germé depuis plusieurs longs mois, voire longues années en moi, et en juillet, je crée les deux. Donc déjà, la première chose, c'est que j'ai une infinie reconnaissance vis-à-vis du Festival d'Avignon, parce que les deux histoires sont liées. Et puis après, la deuxième chose pour le Festival d'Avignon, c'est que très clairement, je suis tombé amoureux de ce que le Festival d'Avignon propose. Alors comme dans toutes les histoires d'amour, j'ai des choses à lui reprocher à ce Festival d'Avignon. Mais quel magnifique endroit de liberté, quel magnifique endroit de création, quel magnifique endroit où il n'y a plus de différence et où tout peut arriver. On dit souvent dans les métiers artistiques qu'il y a beaucoup de népotisme, qu'il y a beaucoup de favoritisme, qu'il y a beaucoup de pistons, etc. Au Festival d'Avignon, avec un peu d'argent, mais pas beaucoup, avec de l'huile de coude, et avec l'envie chevillée au corps, vous pouvez exister à côté de gens multimoliérisés. Si vous avez mis quelques milliers d'euros sur la table, alors pas grand chose, une petite salle, parfois des salles qui vous accueillent pas très bien d'ailleurs et qui sont extrêmement chères pour ce qu'elles proposent, alors ça fait partie des petites choses à changer, mais avec quelques milliers d'euros et une envie forte, chevillée au corps, et beaucoup de niaque et beaucoup d'huile de coude, vous allez dans la rue, vous tractez, vous arrivez à convaincre les gens, vous arrivez à les amener dans votre salle, et là il se passe quelque chose. Et donc très clairement, pour moi le Festival d'Avignon, c'est une énorme liberté. Alors après, évidemment, il y a des choses à lui reprocher. Il y a un endroit où la liberté flirte avec le libéralisme. Il y a un endroit où les différences se recréent à d'autres endroits de manière assez insidieuse, notamment voilà, à cause d'une politique qui peine à
serrer la vis au niveau des loueurs de salles, au niveau des loueurs de logements, etc. Mais en même temps, si tu commences à serrer la vis et à mettre ton petit grain de sable, est-ce que tu vas pas enrayer cette magnifique machine où tout est possible? Voilà, dans toute chose, mesure est bonne, et parfois on atteint des excès qui font que c'est moins bon. Mais le Festival d'Avignon, pour moi, c'est la liberté, c'est la création, c'est une exception culturelle française, un rayonnement à travers le monde, c'est une fierté absolue, et c'est l'endroit où moi j'ai éclos au théâtre après 15 ans où j'en vivais sans trop savoir où j'allais. Continuer à faire vivre Voyage dans les mémoires d'un fou, qui va avoir une très belle tournée et qui va se reprendre à Paris. Continuer à jouer Aladdin dans Aladdin, tout ça c'est du théâtre. J'ai des projets de films que je suis en train de tourner actuellement. D'ailleurs je porte cette magnifique moustache parce que je suis actuellement en tournage d'un film qui s'appelle Antea, qui est un film d'époque. On est au tout début du 19e siècle, dans les années 1820-1830, et je joue le rôle d'Émile, qui est marié à une femme issue de l'immigration espagnole, qui est une femme libérée, et Émile en fait les frais. On va y parler de la libération de la femme, des prémices de ce qui deviendra 2 siècles plus tard le féminisme, et à ce moment-là tout est vert, tout est jeune, et notre cher Émile en fait les frais puisqu'il est le cocu de cette très belle Antea qui est magnifique. Voilà, et donc je joue actuellement ce rôle sous la direction de Lucie Thierry-Mieg, et puis ensuite je vais partir en tournage tout de suite dans la foulée, le lendemain de la fin de tournage de celui-ci, sur un autre film qui s'appelle L'écho du silence, et qui est réalisé par Emeline Tissandier, avec notamment Lorena Tellier, avec Julien Bravo, avec Julie Magnier. On est complètement sur un film contemporain, et on va y parler d'une jeune fille interprétée par Lorena Tellier qui a subi des violences paternelles, enfin familiales, étant jeune, et qui va devoir se débattre avec le silence qu'elle a laissé grandir en elle, et qui aujourd'hui la dévore et qui lui renvoie plus de bruit que toutes les fanfares du monde, et elle va devoir dealer avec l'écho de ce silence. Et donc tout ça se révèle au moment où elle retrouve des amis d'enfance avec lesquels elle avait un groupe de musique. Donc on fait ce groupe de musique, Julien Bravo et moi, et Julie Magnier fait la manageuse du groupe. Et donc au moment où elle nous retrouve, et au moment où elle reconnecte avec ce passé, avec la musique, avec tout ça, sa mémoire va se remettre en branle. Elle va revivre tout ça, et il va falloir qu'elle gère toutes ses émotions. C'est un très beau film qu'on va commencer à tourner la semaine prochaine, et je suis pas peu fier d'en être. Il y a une belle distribution, et surtout il y a une réalisatrice pétrie de talent en qui je crois, et je me rends compte que là, coup sur coup, je tourne avec deux réalisatrices jeunes et 2 réalisatrices extrêmement audacieuses, et j'ai vraiment le sentiment d'avoir de la chance d'avoir été embarqué dans ces aventures qui sont ce qu'elles sont, mais qui à mon avis sont les prémices de 2 très belles carrières de réalisatrices, vraiment.